Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose d'aborder le plus en détail le sujet du risque d'extension du conflit Russie-Ukraine que j'avais évoqué rapidement dans la vidéo précédente sur la situation économique aux États-Unis et en Europe et les impacts que cela aurait sur les marchés. Alors je vous rappelle le contexte. Donc il y a pas mal de signaux faibles qui s'accumulent en faveur de la thèse du risque d'extension du conflit. Le premier, qui est essentiel, c'est le basculement progressif de l'opinion publique américaine, qui est encore partiel, qui n'est pas encore massif, mais qui ne peut plus être nié maintenant, donc en faveur du soutien à l'Ukraine, et y compris partiellement chez les républicains, et ils sont encore très divisés. Mais il y a 2 ou 3 ans, les républicains, dans l'ensemble, les électeurs de Donald Trump étaient très majoritairement en faveur de l'isolationnisme, alors que maintenant, ils souhaitent de plus en plus de soutien à l'Ukraine. On a l'échec de la stratégie initiale américaine, qui était la stratégie de Donald Trump. C'est une stratégie qui consiste à faire des concessions à la Russie en sacrifiant une partie de l'Ukraine si nécessaire pour que la Russie abandonne la Chine et rentre dans le giron occidental plus ou moins. Donc l'idée, c'est de l'éloigner de la sphère d'influence chinoise. Ça a échoué jusqu'ici totalement. Il y a le fait que les lignes rouges, on va le voir plus en détail dans la diapositive suivante, d'engagement occidental dans le conflit sont franchies les unes après les autres, des choses qui étaient considérées comme totalement impossibles il y a 2 ans deviennent la norme maintenant. Et il y a la personnalité de Vladimir Poutine. Donc, en apparence, la décision de Vladimir Poutine d'entrer dans ce conflit en 2022 est absurde, elle est totalement irrationnelle, puisque c'est quelque chose qui est complètement contraire aux intérêts de son pays. Il attaque un pays voisin qui a aucune ressource stratégique majeure, alors que la Russie dispose d'immenses territoires à développer qu'elle n'est pas capable encore de mettre en valeur pleinement. Donc, il n'y a aucun besoin territorial russe au niveau de l'Ukraine. Il n'y avait aucune menace tangible de l'OTAN vis-à-vis de la frontière russe. Mais malgré tout, de son point de vue, il y a toujours une part de rationalité chez les êtres humains, et Poutine, en faisant ce choix, je pense qu'il avait sa part de rationalité qui peut être expliquée simplement par des considérations purement personnelles. Tous les pays, lorsque un pays devient de plus en plus éduqué, c'est le cas de la Russie, le niveau d'instruction progresse de plus en plus, le QI moyen en Russie progresse aussi du fait des meilleures conditions scolaires, meilleures conditions d'instruction. Donc on atteint un niveau de QI où la population devient de plus en plus critique vis-à-vis d'un régime autoritaire. Poutine, dans les années 2010, a constaté qu'autour de la Russie, il y avait un glacis de pays qui basculait progressivement, ou dont l'opinion publique basculait progressivement dans le camp des démocraties otaniennes, et donc il a craint une contagion de cela en Russie. Cette contagion, si elle s'était produite, la Russie serait peut-être devenue un équivalent à terme de la Pologne, aurait connu un grand développement économique. Ça aurait été très favorable en fait pour les intérêts russes, mais pas pour les intérêts de Poutine, puisque lui, il était engagé sur une voie de régime autoritaire, et s'il y avait eu cette évolution, c'est son propre régime, donc sa propre survie potentielle, qui aurait été menacée. Donc je pense que c'est pour cette raison principale qu'il a lancé le conflit Ukraine, parce qu'il a senti une menace de l'OTAN, non pas contre le territoire russe, mais contre son propre pouvoir. Et donc il a lancé ce conflit pour fédérer le pays autour de cette guerre, pour pouvoir encore accroître son emprise autoritaire sur le régime, puisque c'est toujours beaucoup plus facile d'accroître une emprise autoritaire lorsqu'on est en situation de guerre que lorsqu'on est en situation de paix.
Et maintenant, une fois qu'il est lancé dans cet engrenage, il peut plus revenir en arrière. Parce que si aujourd'hui il arrêtait le conflit en gros en cédant, en acceptant plus ou moins les revendications ukrainiennes, voire même s'il gardait la Crimée, ce serait une défaite pour lui. Et je pense pas que son régime pourrait survivre longtemps à un tel scénario. Et il le sait, donc maintenant il est dans une situation où il joue sa vie, au sens propre. Hein, s'il perd, sa vie est menacée. Plus un dirigeant est engagé sur une voie autoritaire, plus il court de gros risques s'il perd le contrôle de la situation. Lorsqu'un président français, européen perd une élection, en général, ça se termine en retraite dorée, dans un grand confort, il n'y a aucun souci. Le pire des cas, qui arrive très rarement, c'est le cas de Sarkozy, par exemple. Mais même Sarkozy, il va passer peut-être qu'il va passer quelques semaines ou quelques jours en prison et il aura ensuite une libération conditionnelle vu qu'il a plus de 70 ans immédiate et il profitera, comme les autres, d'une retraite plus ou moins confortable. Donc, globalement, sont des situations peu risquées. Lorsqu'on s'engage sur une voie plus autoritaire, même modérément, comme Jair Bolsonaro au Brésil, ça se termine déjà mal, en prison assez longue. Et si on est dans une voie clairement dictatoriale comme Poutine, ça peut se terminer tout simplement par une exécution, par une peine de mort ou par des attentats, des fusillades. Enfin, là, on risque vraiment de perdre sa vie. Donc, Poutine le sait très bien en tant qu'ancien des services secrets. Il connaît les enjeux et il agit en conséquence pour se protéger lui-même. Il n'agit plus du tout dans le cadre des intérêts de la Russie. Et puis le dernier point, c'est que Trump aussi, je dis absolument pas que Trump est un dictateur, mais il a une fascination pour les régimes autoritaires, hein, ça se voit bien. Et il pourrait se dire que, ma foi, si l'opinion publique devient favorable au soutien à l'Ukraine de plus en plus, ça serait bien pratique pour lui de s'engager dans une guerre parce que ça lui permettrait d'accroître son autorité, son contrôle de la situation intérieure qu'il n'a pas pour l'instant pleinement, loin de là. On voit les difficultés qu'il a, par exemple, avec la Fed, à prendre le contrôle de la Fed. Puis dans de nombreux autres sujets, hein. Il a aussi du mal à faire appliquer toutes ces décisions. Il y a toujours la justice, les contre-pouvoirs qui sont normaux en démocratie, qui se mettent en travers. Donc s'il y avait un conflit, je pense qu'il ne verrait pas cela d'un mauvais œil pour sa propre situation non plus. Donc ça, c'est le contexte. Je vous rappelle les lignes rouges qui ont été franchies sur le conflit Russie-Ukraine. Donc ça a commencé par les sanctions économiques. Ensuite, on a eu une saisie ou tout du moins un gel des avoirs russes, deuxième ligne. On disait au départ pas question de fournir des armes à l'Ukraine, puis après on a dit oui, on peut quand même donner des armes défensives juste pour qu'ils puissent se protéger des bombardements, donc défense anti-aérienne, etc. Mais c'est surtout pas offensif, hein, il n'y a pas de problème. Puis après, on a commencé à donner des armes offensives pour que les soldats ukrainiens puissent puissent attaquer les Russes sur leur propre sol, en disant ça reste OK parce qu'on ne touche pas au territoire russe qui est absolument sacré. Ensuite, finalement, le territoire russe n'était plus sacré, hein. On a commencé à donner des armes offensives au-delà du sol ukrainien à très courte distance. On dit oui, là c'est juste pour frapper en arrière des lignes de front, des postes logistiques russes proches de la frontière, mais on ne touche pas vraiment au territoire russe. Plus récemment, on l'a vu, cette ligne a explosé puisque maintenant, l'Ukraine se met à bombarder toutes les raffineries russes, y compris à des milliers de kilomètres. Hier, ils ont bombardé une centrale électrique russe, donc ils ont plongé une ville de 250 ou 300 000 habitants. Je crois que c'est Belgorod, hein, dans le noir. Donc maintenant, la ligne rouge des armes offensives à longue distance, elle est largement franchie, même si officiellement, ça n'est pas l'OTAN qui fournit les drones. Mais vous doutez bien que ces drones, ces gros drones qui vont à des milliers de kilomètres, ne sont certainement pas utilisés par l'Ukraine sans l'aval des États-Unis et sans la participation active des États-Unis à leur élaboration et à leur guidage.
Et puis, donc maintenant, on en est à ce stade, hein, attaque des infrastructures russes de plus en plus importante sur tout le territoire russe. Donc ça fait quand même déjà beaucoup de lignes rouges qui ont été franchies. La suivante qui est en cours de négociation sont les missiles Tomahawk. Donc, ils sont des missiles à balistique à portée qui peut atteindre de 1250 à 2500 km, donc qui permet à l'Ukraine d'atteindre Moscou. C'est en négociation. Il y a quelques jours encore, on disait non, il y a refus des États-Unis. Puis finalement, le refus semble progressivement évoluer vers une acceptation. Donc à mon avis, c'est probable que cette ligne rouge sera franchie dans les semaines ou les mois qui viennent, plus probablement même dans les semaines qui viennent. Ce qui reste encore comme les deux ultimes lignes rouges qui sont encore intouchées, c'est la no-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Donc le jour où ils décident de mettre en place une no-fly zone, ça veut dire participation active des avions de l'OTAN au conflit. Hein. Donc on aurait les avions de l'OTAN qui iraient au-dessus de l'Ukraine engager les avions ennemis russes. Donc on pourrait dire que là, ça commencerait à être un vrai conflit conventionnel entre OTAN et forces russes, et puis l'ultime étape qui serait le conflit conventionnel proprement dit, qui serait l'engagement de troupes au sol en Ukraine. Mais vous voyez qu'on est vraiment là arrivé à la limite ultime, on va dire, de ligne rouge avant le conflit effectif. Hein. Et jusqu'ici, il y a une progression d'intensité d'engagement de l'OTAN dans ce conflit qui est tout à fait clair. Donc quelques titres hein, qui sont parus dans la presse récemment. Il y a un gros meeting du secrétaire de la Défense américain qui a convoqué des centaines, je crois c'est 800 généraux américains mais internationaux aussi pour parler de sa politique de défense internationale. Mais enfin, ils vont pas parler, je suppose, d'un conflit au Venezuela ou de choses comme ça. S'il les convoque, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Il y a donc le compte OSINT Defender sur X qui mentionne récemment que donc il y a une douzaine d'avions ravitailleurs américains qui se dirigent vers l'Angleterre, donc avions de ravitaillement en vol. Là aussi, c'est sans doute pas juste pour faire un petit exercice militaire. Je pense qu'ils se préparent à quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un conflit, que ça va exploser dans les jours qui viennent, mais on voit que déjà, ils se préparent, ils prennent leurs précautions au cas où la Russie déciderait d'agir. Et puis, les missiles Tomahawk dont je vous parlais, apparemment, Donald Trump serait en train d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée vers la Russie. Voilà, c'est à confirmer, mais il y a apparemment, on progresse vite vers ce sujet-là. En face, qu'est-ce que la Russie peut faire ? Tant que la Russie a l'avantage sur le territoire ukrainien et que ça se passe bien pour eux, ils n'ont aucun intérêt, Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à escalader parce qu'il se sentira pas menacé. Donc tant qu'il continue à gagner du territoire sans trop de difficultés, ça restera en l'état. Mais s'il se sent en difficulté, et ça risque d'arriver au fur et à mesure que l'implication de l'OTAN augmente dans ce conflit, rappelez-vous qu'il ne peut pas se permettre de perdre, donc il sera obligé d'escalader lui aussi. Et ces possibilités d'escalade avant un conflit conventionnel clair sont limitées. Alors pour l'instant, on en est au stade de lancer, la Russie envoie de plus en plus de drones et d'avions dans l'espace aérien de l'OTAN, la Pologne, la Scandinavie, le Danemark, etc. Donc ça c'est un avertissement, hein, je pense que la Russie cherche à faire passer un message. L'étape suivante, avant un conflit conventionnel réel, ça serait de faire des sabotages de câbles sous-marins ou d'autres infrastructures vulnérables en Europe. Ils peuvent encore dire « Ah, mais c'est pas nous, on sait pas », etc. Ils peuvent encore jouer les ignorants à ce niveau-là.
Aider militairement l'Iran et d'autres alliés, oui, mais c'est déjà plus ou moins en cours, donc c'est assez, les possibilités sont limitées de ce côté-là. Mais à part ça, la Russie a très très peu de solutions supplémentaires à sa disposition. Et après, si vraiment Poutine sent qu'il est coincé, qu'il n'a plus rien à perdre, il sera pratiquement obligé, sauf si il n'a pas le pouvoir intérieur pour le faire, c'est-à-dire que si ces généraux font scission, s'il y a des dissensions trop fortes à ce niveau-là et que qu'il perd le pouvoir avant, mais s'il garde le pouvoir, logiquement, il fera au moins, je pense qu'il risque de faire des attaques de tests de sites militaires frontaliers pour voir ce qui se passe. Ce sera une sorte de Pearl Harbor moment russe qui pourrait à ce moment-là engager un conflit conventionnel entre OTAN et forces russes sur le sol ukrainien. Donc voilà la situation telle qu'elle est en ce moment. Je vous propose maintenant de voir l'effet sur les marchés d'un conflit éventuel, d'une extension de conflit Russie-Ukraine, au territoire européen, impliquant les forces de l'OTAN en prenant en modèle la Seconde Guerre mondiale. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire qu'on va avoir une troisième guerre mondiale, de l'intensité de la Seconde Guerre mondiale. D'une part, les forces en présence ne sont pas du tout équivalentes, c'est beaucoup plus déséquilibré aujourd'hui. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était clairement plus puissante que les forces européennes. Ils n'ont eu aucun mal à progresser en Pologne, sur des tas de territoires, y compris en France, rapidement, parce qu'ils avaient un gros avantage. Pour la Russie, je vous rappelle, un pays qui est 4 fois plus gros que l'Ukraine en termes de personnel, en termes de force humaine, et infiniment plus puissant en termes de capacité de production d'armement, n'est pas capable a réussi à envahir jusque-là à peine 20% du territoire ukrainien en l'espace de 3 ans. Donc on n'a pas du tout la même puissance que ce que l'Allemagne avait. Donc si derrière ça, il y a l'ensemble de l'OTAN qui rentre en guerre contre la Russie, ça a peu de chances de bien se passer pour la Russie dans le cadre d'une guerre conventionnelle. Donc, il y aurait sans doute un conflit beaucoup moins intense que ce qu'on a constaté sur la Seconde Guerre mondiale. Et malgré tout, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé sur les marchés à ce moment-là. Alors, ce qu'on observe, je regardais pas mal d'études scientifiques, que ce soit des conflits modérés ou des conflits de très grande intensité comme la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours le même type de schéma qui se produit. On a dans un premier temps, à l'annonce de l'entrée en guerre, une phase de crash. Donc cette courbe noire que vous avez, c'est l'indice FT30 anglais. Alors cet indice FT30 anglais, il est intéressant parce que on aurait une situation, s'il devait y avoir un conflit qui s'étend à l'Europe, on pourrait avoir une situation de ce type, par exemple en Pologne ou en Scandinavie. On aurait des bombardements russes partiels en Pologne, mais sans doute pas d'invasion du territoire polonais, parce qu'il faudrait avant cela envahir toute l'Ukraine, donc ça serait quand même compliqué, ça serait long. Et donc voilà, l'Angleterre, pendant la Seconde Guerre mondiale, était un peu dans cette situation. Il n'y a pas eu d'invasion de troupes allemandes sur le sol anglais. Par contre, il y avait de nombreux bombardements aériens. Il y avait quand même des conséquences, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale qui se ressentaient sur le territoire anglais. Alors, pour l'Angleterre, donc à l'entrée en guerre jusqu'au printemps 1940, il y a eu un crash, donc surprise liée à l'entrée en Seconde Guerre mondiale, mais très rapidement derrière, vous voyez que le marché anglais a rebondi. Donc là, faites pas attention à l'échelle parce que c'est une étude scientifique où il y a une échelle logarithmique, donc les variations sont beaucoup plus importantes. Là, on passe pas de 1,9 à 1,7, c'est un vrai crash peut-être de l'ordre de 30-40%, pas extrême quand même, mais enfin c'est significatif.
Mais rapidement derrière, vous voyez que ça a remonté en pleine guerre, hein, en 41, 42. Et après, on a eu un marché haussier finalement assez puissant qui s'est mis en place pendant le conflit. Pour les États-Unis, c'est un petit peu le même constat. Alors les États-Unis, eux, ils sont entrés en guerre plus tard. Donc, il y a eu Pearl Harbor, hein, évidemment. Donc, en 1941. Avant cela, bon, on a eu, il y a eu des mouvements endogènes, hein, des mouvements internes du marché américain. Pearl Harbor, ça se situe à peu près là, juste avant 1942. Donc, on a le crash initial, enfin, la baisse initiale. Hein, là, c'est une baisse d'une vingtaine de %. C'est pas non plus dramatique. Mais enfin, il y a une baisse initiale significative après Pearl Harbor. Et dès le printemps 42, on part dans un marché haussier bien soutenu, avec une très forte croissance, vous en avez parlé dans la vidéo précédente, très forte croissance de l'économie américaine, liée tout simplement à la politique d'expansion fiscale, de déficit public, d'efforts de guerre massifs, qui crée un gros soutien à l'économie. Donc, l'effet d'un conflit armé lorsqu'il se met en place n'est pas forcément dramatique, vous voyez sur ces graphiques, sur le moyen long terme, même si à très court terme, ça peut déclencher une baisse importante des marchés. Ça, c'est voilà les choses à retenir. Alors, je vais vous proposer maintenant, du coup, un tableau de synthèse de différents scénarios qu'on pourrait attendre, de différents effets qu'on pourrait avoir sur les marchés, avec des niveaux d'intensité croissants. Alors, le premier niveau d'intensité, ça serait le scénario le plus optimiste dans le contexte actuel, ça serait que il n'y ait pas d'escalade russe, donc on serait dans un cadre de sanctions aggravées, de plus en plus de sanctions, des sanctions secondaires contre les pays qui ne coopèrent pas avec les États-Unis, qui achètent des choses à la Russie, une aide accrue à l'Ukraine, hein, là c'est vraiment en cours. On aurait dans ce cas une relance des déficits et de l'inflation partout, États-Unis, Europe, probablement une relance du secteur manufacturier avec donc à cause de l'expansion fiscale, de l'accroissement des déficits publics et compression des multiples sur les valeurs techno, les valeurs chères, parce que dès qu'on a une inflation forte, les taux d'intérêt montent, hein, même si la Banque centrale écrase les taux d'intérêt officiels, c'est-à-dire les taux qui sont servis sur les obligations d'État, les taux du privé, eux, ils augmentent et les investisseurs, ils veulent forcément des rendements plus élevés en compensation. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, et ce sera la même chose pour le cas suivant, c'est surpondérer les actifs anti-inflation, hein, l'or, l'énergie, les matières premières et le secteur manufacturier qui pourrait bien s'en sortir également. Après, le niveau d'intensité suivant, qui pour moi serait le plus probable, que je vois le plus probable à moyen terme, peut-être dans l'année qui vient. Alors donc ce serait un engagement de l'OTAN en Ukraine et la Russie qui essaierait de bombarder un petit peu la périphérie, donc des pays limitrophes, si elle y arrive. C'est bon, vous regardez la probabilité de ce scénario sur Polymarkets, sur des sites sur les marchés prédictifs, il donne une probabilité de seulement 20% d'ici la mi-2026. Personnellement, d'ici un an, je verrai une probabilité d'au moins 50%, voire même un peu plus, vu le contexte actuel. Alors, dans un cas comme ça, on aurait une implosion de la bulle techno claire. Hein. C'est une bulle qui demande qu'à imploser, elle a juste besoin d'une aiguille pour lancer le mouvement. Donc, ça serait le crash, en quelque sorte, le crash initial de lancement de guerre, hein, de lancement de conflit. Donc voilà, on aurait quand même à ce moment-là une croissance qui serait relancée en Europe de l'Ouest et aux USA par les déficits publics. Là, s'il y a un engagement en Ukraine comme ça, la rigueur budgétaire, tout ça, on peut oublier. Hein, ça va passer à la trappe et les histoires de taxes carbone ou je ne sais quoi sur le climat, ça va aussi passer à la trappe très rapidement. Hein. Ce sont des choses qui seront totalement secondaires. Donc, ça serait bon pour le secteur manufacturier.
Évidemment, les pays proches de la Russie, type Pologne, Scandinavie, ils pourraient avoir un comportement un peu similaire, en atténué avec ce qui s'était passé en Angleterre au début de l'entrée en guerre. Donc, forte correction initiale, mais derrière, on aurait un rebond qui serait lié au secteur manufacturier qui serait fortement soutenu par les déficits publics. Donc là, il faudrait évidemment encore plus surpondérer les actifs anti-inflation, hors énergie, le raffinage également. Les raffineurs européens retrouveraient une importance stratégique. Les pays émergents neutres, type Singapour ou les pays émergents alliés des États-Unis, Corée du Sud et autres seraient plutôt favorisés, donc Amérique latine aussi potentiellement. Il y aurait un début de risque sur Hong Kong, sur les pays qui seraient vus comme alliés de la Russie, et la Chine est un allié de la Russie, elle a vraiment pas intérêt à ce que la Russie perde, parce que ça lui enlèverait, si la Russie perd, si Poutine saute, et qu'il y a une défaite russe à terme dans le cadre d'un conflit conventionnel, la Chine perdrait son allié clé. Les autres alliés de la Chine sont des pays vraiment mineurs. Le seul gros allié que la Chine a en ce moment, c'est la Russie. Donc, il pourrait y avoir un début de menace à ce moment-là sur les actifs des résidents fiscaux occidentaux détenus à Hong Kong. C'est pas du tout immédiat, mais il faut avoir ce risque en tête. Après, l'hypothèse pessimiste suivante, ça serait un conflit conventionnel étendu. J'y crois moins. Alors, ça voudrait, un conflit conventionnel étendu, ça voudrait dire que la Russie arrive à envahir l'Ukraine et continue en territoire européen à envoyer des troupes, en Pologne, en Scandinavie, massivement, et que l'OTAN soit impuissant dans un premier temps à arrêter cela. Donc on aurait la même chose, crash temporaire, rebond inflationniste marqué ensuite, avec plus de menaces dans ce cas évidemment sur la Pologne et la Scandinavie, qui pourraient avoir temporairement leur marché fermé si la Russie arrive à les envahir. Je peux pas dire que c'est exclu, mais je crois pas à ce scénario parce que la Russie n'a pas été capable jusqu'ici d'envahir un cinquième, ou elle a juste réussi à envahir un cinquième du territoire ukrainien en 3 ans. Donc elle aura vraiment beaucoup de mal à aller plus loin s'il y a l'ensemble de l'OTAN qui se met activement à la contrer. Donc je mets quand même ce scénario pour mémoire. Dans ces cas, il faudrait bien sûr avoir de l'or en dehors des frontières européennes. Ça peut être à Singapour, en Nouvelle-Zélande, par exemple. Là, on aurait un risque majeur sur les actifs à Hong Kong, ça veut dire un risque majeur de confiscation, puisque la Chine serait vue comme alliée des États-Unis. Et puis, l'ultime stade, ça serait la guerre nucléaire. Bon, là, je n'ai pas la prétention, dans un cadre aussi grave, de vous fournir des solutions sérieuses. Il y aurait, à ce moment-là, il n'y a plus de marché boursier en Europe, où les marchés seraient sans doute fermés en très grande partie. Donc, pour qu'un tel scénario se mette en place, il faudrait que l'ensemble de l'exécutif russe soit prêt à lancer cela, et je n'y crois pas, parce que Poutine ne contrôle quand même pas tout. Il y a des officiers qui ont un instinct de survie, qui savent qu'ils auraient beaucoup à perdre dans une telle situation, alors que si Poutine perd, il pourrait quand même sauver la mise pour eux, il pourrait quand même survivre, comme ça se passe souvent en cas de changement de régime. Donc, c'est pas du tout un scénario probable, je le mets pour mémoire, et dans ces cas, la seule solution que j'ai à vous proposer, c'est exil et or à Singapour, mettez-vous à l'abri quelques années en Asie, et c'est évidemment à anticiper avant que ça tourne vraiment mal. Donc voilà pour cette vidéo. Le scénario le plus probable, le scénario de référence pour moi, c'est celui-ci, engagement en Ukraine partiel, sans que les Russes arrivent à avancer extrêmement loin, qui aurait un effet évidemment défavorable à court terme sur les marchés, mais qui ensuite ne serait pas forcément dramatique pour les investisseurs qui auraient pris les mesures nécessaires.